Michael et Fabien Zenaro, bonjour. 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 Merci infiniment de vous prêter au jeu de la chaîne Alpacity. On va parler cloud hybride, infrastructure IT et aussi de bon sens. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors oui, Michael Zanara, donc j'ai 41 ans, informaticien avec un master en informatique à l'université de Neuchâtel et depuis 22 ans maintenant, co-directeur d'entreprise VNV avec mon frère Fabien. Et moi, du coup, Fabien Zenaro, à peu près le même parcours, à différence près que pour moi, c'était le PFL à Lausanne plutôt que l'Uni de Neuchâtel. Alors, vous avez tous les deux co-créé, on peut dire, une entreprise qui s'appelle VNV. Pourquoi, comment et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs VNV? Alors, l'abréviation de VNV est venue enfin la signification est venue avec le temps, mais ça veut dire venez nous voir. On a toujours voulu être proche de nos partenaires, de nos clients, donc on prône le contact et l'explication pragmatique de ce qu'on fait au niveau informatique. Donc évidemment, le cadre de l'entreprise a beaucoup évolué depuis 22 ans. Ça a commencé ouais, dans un bureau ou dans un garage, mais plutôt en bureau, à la maison. Détournement de lignes internet, à l'époque, ces fameuses lignes qui faisaient des cric cric comme ça, 56K si ça parle encore. Et de fil en aiguille, on est devenu une entreprise de service aux entreprises, donc à l'industrie principalement, métier aussi health tech, depuis, avec le temps, puis avec la région. Et on fait maintenant tout ce qui va dans ces services. Donc typiquement, on parlait de cloud, d'infrastructure, mais aussi beaucoup de développement et d'aide à la digitalisation. Vous avez toujours été, enfin, vous avez l'âme d'entrepreneur. Vous avez toujours voulu avoir votre entreprise et puis servir les clients dans le domaine de l'IT? Mais en fait, voilà, à la base, je pense que c'est plutôt une passion commune qu'on a avec mon frère. Enfin, quand il dit qu'on détournait les lignes Internet, on a commencé par détourner l'ordinateur de notre papa. Et on s'en sortait plutôt bien. Au début, on faisait discrètement. Enfin, après, il a compris, donc il nous l'a laissé. Et c'est vrai qu'on s'est toujours intéressé à ça depuis les souvenirs de gamins que j'ai. On était les deux à essayer de trouver des combines. Alors au début, on a essayé de trouver comment faire tourner des jeux. Puis après, on a vite essayé de savoir comment il allait être plus puissant, comment on allait augmenter les performances de la machine, comment on pouvait ajouter un lecteur CD. Enfin, ça date déjà d'il y a quelques années. Puis après, c'est venu assez naturellement, en fait, l'idée de se dire, bah tiens, ça pourrait devenir en tout cas une activité, un petit travail d'été. C'est un petit peu comme ça que c'est parti. On s'est dit, bon, bah, l'été prochain, on essaie de se lancer un peu là-dedans. Puis en fait, de fil en aiguille, on a commencé très tôt, hein. On était en première année d'études universitaires. Et en fait, on a monté petit à petit le projet. Puis c'est vrai, quand on s'est trouvé à la fin de nos études, bah, on avait une entreprise qui était prête à fonctionner, dans laquelle on a pu tout de suite enchaîner notre vie professionnelle. Vous avez aussi fait un projet ambitieux qui est celui de créer, enfin de construire, j'allais dire, et de gérer un data center qui est à la Chaux-de-Fonds, si je ne me trompe pas. Comment vous avez pensé le projet? Comment vous en êtes arrivé là? Et finalement aussi avec quels investissements? Parce que je crois que c'est pas accessible à tous de monter un data center. Alors, ça a été une longue réflexion, basée sur le fait que on a fait des services cloud depuis, enfin, presque depuis le début, en tout cas depuis que c'était accessible. En ayant rencontré beaucoup de data centers existants, parce qu'on n'avait pas trop le choix, il fallait bien mettre notre infrastructure à quelque part, et surtout de voir les contraintes qui étaient liées à ces centres de données, les coûts aussi, les problématiques aussi de déplacement, étant nous à la Chaux-de-Fonds. Les plus proches se trouvaient quand même dans des régions assez éloignées. En tout cas, au début, on parlait de Zurich, on parlait de Genève, de Berne. Donc, c'était un peu compliqué aussi au niveau déplacement. Puis, de fil en aiguille, on s'est posé la question de se dire, mais est-ce qu'on est forcément obligé d'aller dans un centre de données qui est ces centres de données existants? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire un nous? Et surtout de le faire selon nos préceptes et nos envies, qui touchent énormément au pragmatisme et aussi à l'écologie. Donc, est-ce qu'on est capable de faire un centre de données qui est le plus écologique que possible, le plus éco-responsable, on va dire? Et les planètes ont fini par s'aligner au fur et à mesure du temps. On a trouvé un bâtiment. Ce bâtiment faisait qu'on pouvait faire un peu comme on le souhaitait. Les discussions qui sont faites aussi avec des opérateurs d'infrastructures qui nous ont permis d'amener de la fibre optique. Et puis, au bout d'un moment, quand tout s'aligne, ça se passe assez bien. Les banques nous ont aussi suivis régionalement. Et puis, ce fait aussi que dans le canton de Neuchâtel, il n'y avait pas de centre de données à disposition en fait, des entreprises de manière publique. Donc, c'était aussi la première fois qu'on pouvait faire ce type de projet dans le canton. Donc, ça a germé pendant peut-être une dizaine d'années avant que le data center soit opérationnel.
puis Ouais. la localisation à la Chaux-de-Fonds est méga importante, hein. On sait qu'à la Chaux-de-Fonds, bah, avec nos 1000 mètres d'altitude, ça nous donne je dirais une température moyenne un peu plus basse qu'ailleurs. Et c'était quand même un élément clé de la partie écologique, puisqu'en fait on utilise la température ambiante extérieure pour refroidir. Donc la Chaux-de-Fonds était spécialement bien placée aussi pour ce genre de projet. Et justement, vous avez vraiment pensé ce projet dans la globalité, et, vous le dites aussi au niveau environnemental. Euh, Comment vous vous êtes décidé sur la technologie à adopter pour être le moins polluant possible, on peut dire ça comme ça? C'était une assez longue étude, hein. Moi, je me rappelle quand on a commencé le projet, enfin, le moment où on s'est dit, tiens, on va faire un centre de données, il a pris vie, il s'est écoulé en tout cas 4 5 ans, Mm. ce qui nous a permis en fait de bien nous renseigner, de bien comprendre les types de technologies qui étaient à disposition. Et surtout, un des gros challenges, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui un métier de constructeur de data center, comme on est des Mm. architectes pour une villa ou un immeuble. Bah, un data center, il y a de l'expérience, il faut aller à plusieurs endroits. Puis je pense que le temps qu'on a pris, les gens qu'on a rencontrés, nous ont permis de monter le projet. Et au final, on a conçu beaucoup d'éléments nous-mêmes, hein, notamment aussi grâce à l'arrivée de Lionel dans nos équipes. C'est un de nos collaborateurs qui a pris aussi pas mal de temps pour concevoir tout ça. Et à la fin, on a pu vraiment faire le data center à notre image, avec notre approche, mais aussi en se basant bien sûr sur des éléments technologiques qui avaient tout à fait fait leur preuve. J'imagine que vous avez aussi modifié vos services cloud avec ce data center. Euh, Comment un petit peu, peut-être vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce cloud. Alors, tout le monde sait que c'est un nuage, mais finalement, on se représente quand même très peu ce que ça englobe. Il y a le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride. Est-ce que vous arrivez un peu à nous expliquer simplement les différences? Alors, avec plaisir, je vais tenter l'explication pragmatique. En cloud public, on part du principe que les infrastructures sont partagées. Ça veut dire que plusieurs clients vont utiliser le même groupe finalement de serveurs, de stockage, enfin, ce qui nous permet de faire exécuter les applications. À l'inverse, le cloud privé, c'est du matériel qui est dédié pour une seule entreprise, qui possède son propre environnement physiquement, clairement, et qui va exploiter des données que pour elle, finalement, c'est ce qu'on va appeler le cloud privé. Euh, et entre les deux, il y a évidemment la possibilité d'avoir, par exemple, plusieurs clouds privés. Une entreprise qui a 2 centres de données avec 2 types de serveurs, on est déjà dans un cloud hybride, parce que c'est 2 clouds en eux-mêmes qui vont discuter ensemble. Pareil avec le cloud public, donc ce fameux cloud partagé, hein, donc on ne va pas citer les grands acteurs qui s'en occupent, tout le monde les connaît. Donc d'avoir une partie de ces données, par exemple à l'intérieur de l'entreprise, donc sur son propre matériel, et une partie sur ses clouds publics, dès le moment où je vais relier ces 2 éléments, avec une connexion Internet, la plupart du temps, ou un VPN, c'est égal, eh ben, on va parler de cloud hybride. Donc c'est le fait d'être sur les 2 plateformes en même temps. Mais 2 plateformes privées en elles-mêmes peuvent être aussi considérées comme du cloud hybride. Donc on n'est pas obligé d'être chez un hyperscaler, chez un de ces immenses gestionnaires de cloud pour faire de l'hybride. Justement, quelle est un peu la différence pardon, entre ces grands acteurs qu'on connaît tous et qu'on ne va pas citer, et puis les petits acteurs plus locaux, comme vous, avec des data centers qui tournent? Je sais que vous prenez aussi l'hybride plutôt par rapport à vos clients. Quelles sont les différences? À la fin, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ouais, c'est vraiment la question de la proximité, en fait, enfin, de pouvoir en fait, accéder aux partenaires, déjà lui parler en direct. Moi j'aime bien dire, vous pouvez venir toucher vos serveurs. Bon, même si c'est pas forcément leur, c'est égal, hein. On peut leur Mais montrer où sont les voilà. données, c'est là. Vous pouvez toucher vos serveurs. Voilà. Non, mais il y a vraiment cette proximité, en fait, et vraiment parler, je pense, de besoin de flexibilité et d'agilité. En fait, plus la structure elle est grande, plus elle va se généraliser, moins on a de possibilité de personnaliser les services et de personnaliser l'offre. Et puis en fait, oui, on a l'impression que ces offres sont ultra personnalisables parce qu'on a un configurateur pour choisir le nombre de gigas de RAM, l'espace disque, mais quelque part, enfin, souvent on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de spécialité. Je dirais pour bien correspondre aux besoins d'aujourd'hui, on doit être ultra flexible.
Et peut-être des produits comme le nôtre, enfin des centres de données comme le nôtre, permettent en fait l'accès à cette flexibilité, à cette ultra configuration, mais tout en donnant les mêmes garanties de sécurité et de fiabilité qu'on peut trouver dans les gros clouds publics. Est-ce qu'il y a des différences sur le coût? Alors oui, la plus grande différence, c'est que comme on est plus flexible et on propose des offres qui sont plus adaptées, ben forcément, on ne va pas payer pour ce qu'on n'utilise pas, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup des clouds publics. Beaucoup de choses sont pas connues à l'avance. Il y a une certaine aussi transparence qu'on peut proposer au niveau des coûts qu'on a dans notre centre de données et surtout une certaine flexibilité aussi. J'ai un exemple tout simple avec les hyperscalers généralement. On va se baser sur le coût du service. Je vais prendre une machine virtuelle, je vais prendre un service de base de données. Et la seule chose que je ne connais pas à l'avance, c'est ce que ça va me coûter au niveau du transfert de données. Parce que ce qu'on appelle l'ingress, l'outgress, qui sont le fait de payer pour emmener des données dans le cloud et les reprendre du cloud. Et généralement, ces coûts sont assez forts et on se rend compte que quand on les utilise, donc généralement au bout d'une année. Puis après, on se pose toujours la question, mais pourquoi ça coûte aussi cher au final? Ah bah, parce que vous n'avez pas lu les petites lignes. Enfin voilà, c'est un des exemples qui fait que le coût est beaucoup plus prévisible finalement dans notre centre de données et dans nos services, et aussi parce qu'on est une entreprise qui fonctionne avec des valeurs qui sont celles voilà, de la Suisse romande, dans un pays d'industrie, enfin comme on l'a, et on a les mêmes philosophies. C'est-à-dire que notre but, c'est que tout le monde soit content au bout du compte. Euh, Au final, ça peut des fois paraître plus cher. On va se dire, ah ça c'est plus cher parce que c'est peut-être pas aussi gros qu'un hyperscaler, mais en réalité c'est pas le cas parce qu'au final on paye que ce qu'on a besoin. Donc peut-être de manière individuelle, si les services étaient similaires exactement, ils seraient peut-être un peu plus chers dans un cloud comme le C'est nôtre. question d'économie d'échelle Voilà. aussi. Mais au final ils ne le sont pas parce qu'on peut vraiment mettre le curseur comme on veut pour ça. Et au niveau des services, on peut avoir les mêmes services sur un data center local qu'un data center ou des services des gros hyperscalers, comme on peut les nommer, hein, on n'est pas sur une Ouais, chaîne. pas de souci. Euh, euh, Techniquement, oui, maintenant, certains providers ont vraiment leur propre techno qu'ils offrent que sur leurs propres infrastructures. Donc, la réponse est oui et non. Si on parle vraiment d'infrastructures, de services d'infrastructure, oui, on peut faire les mêmes choses. Si on parle après de plateformes ou de SaaS, ben, forcément, certaines ne sont pas accessibles dans des clouds hybrides. Ah, mais Ok. ça, c'est valable dans les deux sens. On peut faire aussi des mises en place d'infrastructures dans nos propres centres de données qui sont beaucoup plus, enfin, qui n'existent pas chez un hyperscaler. Enfin, tu donnais l'exemple avant d'application, mais si je prends l'exemple de Microsoft 365, c'est absolument pas disponible autrement que dans les centres de données de Microsoft. C'est pas possible. Même si techniquement, encore une fois, il n'y a pas forcément de limitation, c'est un choix politique, et un choix de maîtrise aussi du modèle de licence et de ce qu'ils proposent. Mhm. On va le dire, c'est une question de mise à jour, de maintenance. Évidemment, c'est surtout une question de maîtrise et puis de suivi enfin, politique et commercial de leur système. Ce qu'on peut proposer chez nous, typiquement dans des flexibilités, je donne un exemple tout simple, mais si une entreprise a besoin, je ne sais pas, de 250 gigas de disque dur, et puis que chez un multi-cloud ou un hyperscaler, c'est 200 ou 300, bah, 250 n'existe pas. Donc il va devoir prendre 300, donc payer plus de nouveau que ce que nous on peut mettre à disposition. C'est un exemple, hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui est le plus relevant. Mais c'est vraiment cette flexibilité. On a aussi toute la flexibilité du test. Ça veut dire qu'on est, nous, très engagés aussi pour ce qui est innovation et ce qui est mise en avant de nouvelles solutions. Ça nous arrive régulièrement de mettre à disposition les infrastructures du centre de données, aussi sans forcément avoir un coût derrière ou avoir un besoin de rentabilité directe, ce qui permet aussi des fois de tester des choses sans forcément être contraint aux 30 jours de base ou période de devoir écrire pour demander. Enfin bref, c'est beaucoup plus humain et ça permet peut-être d'accélérer les projets aussi. On a une marge de négociation. Absolument. J'en reviens en disant, on a vraiment un humain en face, et surtout un humain qui sait de quoi il parle et qui est vraiment connecté au sujet. Et puis bah, tout ça avec le côté, la composante en fait écologique qui est induite, elle est pas optionnelle du coup, ça c'est la seule chose qu'on laisse pas à choix à nos clients. On veut forcément imposer cette partie-là, donc ça coûte pas plus cher en plus. Et puis c'est ce quand on prend l'écologie intelligente, c'est une écologie où on réfléchit pas, finalement on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut habituellement. Et en plus, ah bah tiens, c'est écologique. Voilà. C'est un petit peu le mot qu'on essaie de faire passer. J'ai lu dans la presse que vous avez beaucoup investi dans des projets locaux
Est-ce que vous avez un exemple? Oui, c'est une démarche qu'on a depuis pas mal d'années, hein, de comprendre en fait que en tant qu'entrepreneur, enfin, en tant qu'entreprise, ben, on a des responsabilités qui dépassent en fait, en tout cas des responsabilités qu'on a décidé de Mhm. prendre, qui dépassent le cadre du commerce, du business. On a aussi des responsabilités régionales, locales. Et c'est vrai que c'est une bonne manière pour nous de les suivre, ben, c'est d'investir dans des projets qui ont une retombée proche, vraiment proche de nous. On a notamment co-investi avec le canton et la ville de La Chaux-de-Fonds pour la monnaie locale des abeilles de Chaux-de-Fonds. On a fait évoluer le système qui était un système à carte standard en passant sur un système mobile numérique. On travaille aussi beaucoup pour le sport et la culture. On a aussi développé tout un système de gestion des bénévoles dans les manifestations pour lequel justement on met une grosse partie à disposition des différentes entités et toujours dans la logique de se dire, bah, tiens, quelque part, tout ce qu'on peut investir et amener, bah, c'est dans le but de faire aussi évoluer notre écosystème et notre terreau au final, parce que c'est là qu'on pousse. Quels sont, selon vous, les enjeux du cloud pour les PME? Est-ce que, il y a quelques années, c'était plutôt difficile de convaincre les sous-traitants ou autres entreprises de rentrer dans le cloud? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un changement qui s'opère? Est-ce qu'il y a peut-être un retour en arrière de OK, maintenant, on ne veut plus être dans le cloud, mais qu'en local? C'est quoi un petit peu la tendance là-dessus? Alors, moi, je dirais, enfin, il y a plusieurs types de philosophies là autour. Il y a certaines entreprises qui sont complètement allergiques au cloud, souvent aussi par peur et peut-être par incompréhension. Et puis, il y a celles qui mettent tout dans le cloud parce qu'on se débarrasse du problème Mm. et puis quelque part, c'est plus notre souci. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au tout début, les gens étaient un peu réticents. Ensuite, il y a eu cette phase de move to cloud qui était gigantesque, où tout le monde y allait parce que, bah, bon, il y avait un effet de mode aussi, mais un effet de simplicité, de rapidité d'accès à des technologies qui étaient beaucoup plus compliquées à mettre en place en interne. Et, mais un petit peu de manière inconsciente, sans trop réfléchir à l'impact que ça avait. On parle du Patriot Act, notamment américain, ou de ce genre de choses. Et là, depuis, je dirais 3 4 ans, on sent qu'il y a le bon sens, justement, qui a fait son retour. Et les gens se disent, ah tiens, au lieu de tout mettre dans le cloud directement, je vais peut-être un petit peu plus réfléchir à où je vais le mettre et comment je vais le placer. Et là, on voit qu'on arrive à un stade où on comprend les bénéfices, en fait, de quelque part de déporter son informatique, donc de ne plus l'avoir forcément en interne, mais pas forcément n'importe où et à n'importe quel endroit. Donc je pense qu'il y a un retour vers plus de maîtrise, ce qu'on disait avant, connaître les gens, plus de Mm. flexibilité, savoir où on est, de quelle manière c'est géré et comment c'est traité autour. Oh, puis les enjeux restent les mêmes, c'est toujours une question de coût hein, au Mm. final, de maîtrise des coûts. Je parlais avant de ces coûts qu'on a l'impression de maîtriser, mais en réalité qu'ils ne le sont pas. Ce qui est quand même arrivé à beaucoup d'entreprises de recevoir des factures hallucinantes, puis de ne pas comprendre ce qui se passait. Il y a aussi une notion maintenant de responsabilité, évidemment en termes de sécurité ou de numérique, mais une responsabilité écologique importante. Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir des données typiquement qui sont consultées en Suisse, hébergées tout le temps aux États-Unis? Non, enfin, Mm. ça sert à rien, on va faire que de traverser la planète à chaque fois, même si peut-être c'est des petites données, au final c'est l'ensemble de tout ça. Est-ce qu'on doit vraiment le faire ou est-ce qu'on peut pas se dire, tiens, ces données sont à proximité des gens qui vont les utiliser? Et puis bah, d'utiliser ce curseur, puis de se dire, bah, tiens, maintenant, ce que j'ai besoin en local, je le garde en local ou à proximité. D'où l'idée, nous, hein, de faire un data center, mais qui est plus ce qu'on appelle un proxy center d'une certaine manière. Donc c'est la manière d'avoir un cloud public, mais à proximité de chez nous, ce qui permet d'avoir le meilleur de tous les mondes finalement. Et puis ce qu'on n'a pas besoin pour des raisons typiquement d'accès, par exemple parce que je suis une entreprise internationale, des gens vont accéder partout dans le monde, donc autant être présent aussi dans plusieurs points, pour des raisons aussi de réplication et de disponibilité. Bah ça, je vais les mettre dans un cloud chez un hyperscaler, par exemple. Ou alors les spécialisations où on n'a pas le choix. Typiquement, bah, il y a quand même des produits actuellement dont on ne peut pas faire autrement. Mm. Et ces produits-là, bah, ils seront forcément dans un cloud public. Mais l'enjeu reste quand même la disponibilité en termes de continuité de fonctionnement et puis les coûts. Je rebondis sur ce que tu as dit, les données, et puis aussi les États-Unis. On a une explosion de l'IA, Mhm. enfin plutôt on va dire au niveau de l'IA générative. Est-ce que vous avez eu une demande croissante ou est-ce que ça a modifié en fait le domaine du cloud, enfin des providers de cloud, au niveau de la puissance de calcul avec ces technologies, ces avancées technologiques qui arrivent avec l'IA?
Pour le moment, assez peu, en tout cas à notre échelle, parce que c'est des systèmes qui demandent tellement de ressources. Typiquement, je ne suis même pas sûr qu'on pourrait. Enfin, ChatGPT, on ne ferait pas tourner dans notre data center, je pense. Oui, il en faudrait Il quelques-uns en comme faudrait celui-là. quelques-uns comme celui-là. C'est des volumes impressionnants. Ouais. Ce qui s'est surtout passé en fait ces dernières années, c'est aussi avec l'accès à des plus grands volumes d'infrastructures et des plus grandes capacités de calcul, c'est qu'on a pu mettre à disposition de manière très peu coûteuse des systèmes qui nécessitent des performances gigantesques. Mhm. Je ne sais plus quels étaient les calculs par rapport aux dernières versions de ChatGPT, mais c'est gigantesque, il faut comme infrastructure. Et c'est des modèles aujourd'hui qui se consomment beaucoup à la demande, comme des plateformes as a service. Il y a très peu d'implémentation locale de genre de méga IA, on va dire ça. Nous, on a quelques projets où on héberge des systèmes d'IA, notamment des réseaux de neurones, mais ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes volumes. Et souvent, quand on parle en fait d'IA, il y a cette phase d'apprentissage où là, on a besoin de pas mal de puissance de calcul parce qu'on va passer des gros sets de données et on va faire en fait, la machine va apprendre à réagir aux use cases qu'on y a donné. Mais une fois que le système est entraîné, on tombe quand même dans des consommations qui sont beaucoup plus standards. Donc, je dirais, aujourd'hui, c'est pas encore, il y a pour peu d'impact sur les infrastructures. Maintenant, il y a pas mal enfin, il y a des tendances qui disent qu'à terme, on va sortir de ces méga IA qui interconnectent tout, puis on va sortir des éléments pour des applications spécifiques. Et là, à mon avis, on va avoir de plus en plus de besoins. Mais au moment où on aura franchi cette étape, en fait, de morceler ces méga IA pour en faire des IA spécialisées pour des domaines particuliers. Vous avez déjà des demandes des entreprises justement sur l'intégration de modèles de langage comme service ou même dans l'amélioration de l'interface avec les logiciels? C'est quoi un peu votre compréhension là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà, vous travaillez déjà là-dessus? Alors, on a quelques cas sur lesquels on a travaillé, mais ça reste plus ou moins plutôt du labo, ou en tout cas enfin, de la recherche. En fait, la problématique, c'est enfin, la techno, elle est bien comprise, et surtout, bah, ça fait très longtemps qu'elle existe. Hein, on en parle de manière extraordinaire ces Mhm. dernières années parce qu'elle a pris de l'ampleur, elle est devenue publique. Mais en fait, ça fait très longtemps que ça existe. On n'est pas sur une ultra nouveauté non plus. Ce qui est nouveau, c'est vraiment l'ampleur et son accès. Accessibilité surtout. L'accessibilité, c'est ça. Et puis en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça intéresse beaucoup de gens. On a beaucoup de cas d'utilisation typiquement d'aide au quotidien à la rédaction par les IA génératives. Donc on a beaucoup de services en fait qui sont utilisés par les entreprises, mais en implémentation pure, on se rend compte qu'il faut encore un petit peu de travail pour bien adapter les cas d'utilisation et surtout comprendre comment ces IA peuvent interagir dans des domaines bien spécifiques. Et à mon avis, c'est là qu'il y a encore un petit peu de travail. Alors bien sûr, maintenant, c'est tellement populaire que l'envie est croissante, mais c'est des domaines dans lesquels il faut investir quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le comprendre et puis pour l'adapter à son besoin. C'est pas tellement la technologie qui est difficile d'accès, c'est comment on la transfère dans notre cas d'utilisation. Ouais, puis j'irai un tout petit cran plus loin par rapport à ça, puis c'est un petit peu un appel que je peux lancer, mais on manque cruellement de cas d'utilisation. Il y a des entreprises qui souhaitent de faire de l'IA, c'est pas un problème, mais souhaiter faire de l'IA, c'est pas un but en soi. On peut pas. L'IA est un outil. On peut pas souhaiter une pelle. Ça sert à rien. Bon, quand il neige Euh, peut-être. voilà. Mais disons que plutôt l'idée, c'est d'avoir un but et de souhaiter faire quelque chose au niveau digitalisation ou amélioration, qualité. Typiquement, les IA sont très bonnes là-dedans. De définir ce cas d'utilisation et ensuite, une fois que c'est défini, on sait ce qu'on veut faire. Là, on va se poser la question, est-ce que l'IA va nous aider? Est-ce que c'est un outil, partiellement ou pas? Mais c'est un accompagnement, c'est vraiment un outil qu'on met en place. On ne peut pas se dire, tiens, je vais faire un projet d'IA, et puis maintenant, je vais réfléchir à ce que je peux faire manger à mon IA. Le problème, c'est qu'actuellement, nous, quand on en parle, en tout cas dans les domaines qu'on a, c'est très souvent, ouais, alors, comment on fait un projet d'IA? Mm. Puis on est là, bah, on peut pas faire un projet d'IA comme ça, enfin, faut use case. Donc voilà, y réfléchir, et puis y réfléchir, ça prend du temps, parce que nous, il faut bien comprendre à quoi sert l'IA. Dans des définitions simples, hein, moi j'aime bien, quand les gens me posent la question, j'aime bien dire qu'une IA, finalement, c'est nous permettre de résoudre un problème sans savoir comment on va le résoudre. Simplement, il faut savoir qu'on a un problème, hein, et puis il faut Mhm. connaître aussi la solution, enfin, quelle est la bonne solution. Et la plupart du temps, ben, les gens, déjà, ils n'ont pas de problème.
ou alors des problèmes simples. Et des problèmes simples n'ont pas besoin d'une IA dès le moment où on peut les résoudre avec une algorithmique connue. Donc voilà, souvent, je dirais la moitié des use cases qu'on a n'ont pas besoin d'IA en réalité, et on peut les résoudre de manière traditionnelle, et c'est très efficace. Non, puis ça fait penser aussi à un point fondamental, c'est que toutes ces IA, enfin, la plupart des IA génératives, mais même les IA en règle générale, ce qui font leur performance, c'est les données d'entraînement qu'elles ont reçues. Mhm. Et souvent, on se rend compte que c'est ça qui devient compliqué, c'est qu'au départ, quand on a un problème existant, on doit créer l'expérience en fait de l'IA en y soumettant des cas qu'on a manuellement résolus. On a eu plusieurs cas où on a dû demander à des clients de cataloguer et puis d'étudier des sets de données énormes manuellement, puisqu'on avait besoin de dire à l'IA, ça c'est juste ou ça c'est faux. Et je pense qu'il a beaucoup accéléré les choses, typiquement pour ChatGPT, c'est qu'on s'est rendu compte que le set de données de ChatGPT, c'est à peu près tout ce qu'on trouve sur Internet. Mhm. Et là, c'était, je pense, aussi un gros accélérateur de se dire, on a cette immense base de données, l'idée de se dire, tiens, allons nous nourrir de tout ça. Mais du coup, ça en fait une IA une IA qui va pouvoir nous aider à rédiger des choses, justement, ce principe d'IA générative, mais c'est pas forcément une IA qui va résoudre un problème Qui résout, bien ouais. spécifique. Donc c'est aussi là, je vous disais, ça prend du temps, c'est de l'investissement pour les entreprises, aussi de mettre à disposition les connaissances et quelque part la nourriture Mm. dont que l'IA va utiliser en fait pour apprendre. Vous l'utilisez en interne, cette IA générative, que ce soit au niveau du code ou du marketing ou d'autres choses? Oui, absolument. On l'utilise depuis longtemps, pas forcément depuis que c'est devenu aussi populaire, donc c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, qui s'est évidemment encore plus démocratisé à l'heure actuelle. Et je dois dire que presque tous nos collaborateurs ont recours aux IA génératives, que ce soit pour des projets, que ce soit pour les aider dans la génération de code ou des choses comme ça, ou la génération de documents généralement. Donc l'IA générative est très utilisée chez nous. Vous l'encouragez? Oui. Absolument. Enfin, voilà. Après, le but, c'est pas non plus de tout remplacer. Donc, mais comme toute chose, c'est un outil. Et cet outil se généralise. Et là, il y a un stade qui a quand même été dépassé à l'heure actuelle. Et comme toute chose, tous les bons outils méritent d'être utilisés. Et puis, je dirais, d'autant plus pour des entreprises comme les nôtres, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que l'IA fait partie de notre quotidien aussi pour l'implémenter pour nos clients, mais la meilleure aussi manière de la comprendre et puis de pouvoir la conseiller, c'est de l'utiliser au quotidien. Et typiquement, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui limitent l'accès, en tout cas qui s'en méfient, notamment à cause des problèmes d'hallucination que peuvent avoir certaines IA. Et nous, ce qui était intéressant, c'est de faire travailler nos équipes au quotidien pour leurs propres besoins et aussi sur des projets. On fait que les gens se rendent compte d'eux-mêmes des limitations. Donc on a moins besoin de mettre de règles parce que les gens sont conscients en fait des outils qu'ils utilisent. Mais on est aussi dans un domaine où la compréhension est aussi accélérée puisque c'est notre métier de base. Est-ce que vous arrivez un peu à décrire où on en est où au niveau de la maturité digitale des entreprises en Suisse? On entend plein de choses, qu'on n'est pas monté dans le train, qu'on est monté. C'est quoi un peu votre compréhension? Bon, on reste un peu dans une certaine culture en Suisse qui est de dire on laisse déjà faire les autres, on regarde comment ça se passe, puis si ça va bien, on va aussi y aller. Donc on a forcément toujours un petit train de retard, mais c'est plus peut-être de la prudence ou en tout cas de se dire on va peut-être pas y aller tout de suite. Il y a aussi une question de contexte, on reste un petit pays qui parle 4 langues, donc chaque fois qu'on introduit une technologie, on n'est pas forcément les premiers de la liste parce que ça c'est compliqué d'y arriver. Mais je pense par contre, on a une capacité d'adoption et puis de compréhension qui est très forte. C'est-à-dire que même si on prend le train un peu après les autres, une fois qu'on l'a pris, on va extrêmement vite. On prend un meilleur train. Non, mais je pense que ça va généralement assez vite chez nous. Et souvent, on a, à mon avis, un pragmatisme par rapport aux choses qui est. Enfin, je dirais, on se lance pas à tête perdue, on a la tête un peu plus froide, mais par contre, on est capable de faire de très belles choses. Et puis, je dirais, on avait un petit peu de retard, on s'est aussi bien rattrapé ces dernières années. Quelque part, le Covid avec aussi énormément de télétravail, le besoin de plus physiquement s'échanger des fax, en tout cas des lettres, a accéléré pas mal ces processus. Et mon avis aujourd'hui, on est quand même dans un bon niveau de maturité. Ouais, puis l'accessibilité aussi des outils
typiquement qui arrivent. On peut parler de copilote, on peut parler Mm. des BI aussi qui sont intégrés quasiment. Enfin, on prend une licence pour taper un document dans un traitement de texte, puis en même temps on reçoit la BI gratuitement. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça vient assez facilement maintenant. Et dès qu'on se rend compte en fait du potentiel de ces outils, on voit bien que ça s'intègre finalement beaucoup plus facilement que prévu. Et puis c'est pas forcément le besoin de digitalisation qui va être primaire, ça va plutôt être typiquement les processus qui sont améliorés. On se rend compte que les processus sont plus simples ou sont en meilleure qualité finalement, une meilleure visibilité. Ça peut être lié aussi à la communication. Et ça, c'est des éléments qui sont devenus prépondérants ces dernières années et aussi plus simples au niveau des outils. Donc ça s'accélère de toute façon. Maintenant, je pense qu'on a quand même, en tout cas, si on prend notre région, nous, on a quand même une clientèle qui est encore une fois très industrielle. Au niveau de l'industrie, il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été faits au niveau digitalisation, mais qui ne sont pas forcément aussi bling-bling que ce qu'on va trouver dans des Mhm. éléments qui parlent à tout le monde. Donc voilà, des machines qui parlent avec des machines, ça se fait depuis très longtemps. Beaucoup d'industries le font déjà. On peut parler du lean hein, au niveau de la production. Beaucoup d'éléments sont là, sans forcément qu'on sache que c'est de la digitalisation, ou même de l'IA, qui est déjà présente depuis très longtemps dans ces éléments. Mais ça ne s'expose pas aussi facilement voilà, que des grosses entreprises ou des grosses choses. Et comme on est dans de l'industrie, on est dans de la fabrication, le processus de fabrication a beaucoup, beaucoup de valeur. Et jusqu'à maintenant, la digitalisation, elle n'est pas forcément le processus de fabrication en lui-même, il fait partie vraiment de l'ADN de l'entreprise. Par contre, c'est un outil qui va permettre de l'améliorer, d'améliorer sa qualité. Peut-être que les IA vont changer la donne et Mm. révolutionner tous les processus de fabrication. On ne sait pas. Ça paraît quand même ouais, on verra. Prématuré. Prématuré peut-être. Je voulais vous emmener aussi sur le chemin de la cybersécurité, parce que quand on parle de digitalisation, bien sûr, on parle aussi de ça. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les entreprises et puis vous, comment en interne vous... D'ailleurs, l'IA apparemment révolutionne aussi pas mal la sécurité informatique dans les deux sens, aussi bien qu'elle limite aussi beaucoup pour hacker. Quelle est un peu votre compréhension de la sécurité et qu'est-ce que vous mettez vous en place? Pour nous, c'est un élément qui est primordial. On va être hyper clair là-dessus. On en fait depuis de très nombreuses années. Ça s'est évidemment encore une fois accéléré avec la crise Covid et notamment les besoins de télétravail. Qui dit télétravail dit accéder aux ressources de l'entreprise depuis la maison, en règle générale, ou depuis un autre site. Et puis pendant très longtemps, les gens ont estimé ou pensaient que de faire un VPN, c'était se sécuriser. On dit toujours la même chose, nous, ce qui rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, que ce soit un VPN ou pas, ce sera la même chose. Donc, il y a eu énormément de cyberattaques qui se sont déclenchées et qui se sont vues à partir de ce moment-là. Nous, on a décidé à partir de cette période, donc ça fait maintenant à peu près 4 ans, d'intégrer la cybersécurité dans nos produits de manière, c'est plus un choix en fait. Et le choix est dans l'autre sens, c'est-à-dire que si un client veut travailler avec nous et n'est pas concerné par la cybersécurité, ben, on lui propose de justement pas venir nous voir, parce que pour nous c'est primordial. On ne peut pas perdre du temps comme on l'a perdu ces dernières années avec ces éléments. De nouveau, de manière pragmatique, la cybersécurité coûte très cher. Notre idée, c'est de trouver une méthode pour l'intégrer de manière euh, responsable et évidemment accessible en termes de coûts. Donc on doit parler de quelques dizaines de francs finalement par mois par employé. On ne peut pas parler de centaines de francs, clairement. Et aussi d'adapter à des petites structures. La plupart des très bonnes solutions de cybersécurité sont faites pour des mastodontes. Donc typiquement, quand on veut prendre des licences, on nous dit bah, ça commence à 300. Ouais, ben les PME qui commencent à 300 utilisateurs en Suisse, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Donc, des fois pas adapté. Donc, nous, on essaie de les adapter, on discute avec les éditeurs et on a créé une sorte finalement d'écosystème qui fonctionne relativement bien, qui est relativement peu coûteux parce qu'on peut justifier finalement les dépenses en cybersécurité pour améliorer la continuité, la disponibilité et la sécurité en règle générale finalement des données et pas seulement la cybersécurité, donc pas seulement se protéger contre des attaques. Et puis, bah, t'intégrer ça finalement dans la vie de tous les jours de manière simple. Ça, on le fait maintenant avec succès depuis quelques années. Et pour nous, c'est primordial d'aller comme ça. L'autre point étant aussi l'éducation. Mm. Ça ne sert à rien de faire peur avec la cybersécurité. C'est un non-sens total. On doit faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui est important, comme une maison dans laquelle on laisserait les fenêtres ouvertes. Enfin, il ne faut pas s'étonner si les fenêtres ont été ouvertes que quelqu'un a pu rentrer, que ce soit finalement un voleur ou un animal, par exemple.
les dégâts peuvent aussi être là. Simplement, il faut savoir qu'on a des fenêtres, il faut savoir que ces fenêtres sont ouvertes. Et c'est là où on met beaucoup d'énergie pour améliorer justement cette visibilité et cette compréhension de manière simple des systèmes. Et franchement, on est très satisfait de où on en est maintenant. Et on va continuer dans ce sens-là, clairement. Comment vous recrutez chez vous, à la Chaux-de-Fonds, des spécialistes justement de la À la Chaux-de-Fonds. cybersécurité, des informaticiens, des Mm. data scientists? C'est une très bonne question parce que ça n'a pas toujours été très simple. Mais c'est aussi une problématique liée au milieu en général, hein. On sait qu'on manque de ressources globalement dans les domaines de la formation, peut-être des technologies de la formation. Et en fait, c'est pas forcément évident de faire venir quelqu'un à la Chaux-de-Fonds, on le sait, même si c'est une région qui est super agréable, super chouette, et qui va le devenir de plus en plus, hein. On y travaille. On travaille beaucoup. En fait, l'approche qu'on a prise actuellement, c'est qu'on est toujours en recrutement actif, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des gens quand on en a besoin. On continue à chercher du monde, on continue. Si on tombe sur des bonnes opportunités, des belles personnes, on va pas se gêner, on va pas se dire, tiens, est-ce qu'on a une place pour la personne? Enfin, est-ce qu'on a un poste à disposition dont la personne nous plaît? On la prend, puis on trouvera bien. On trouvera bien un poste. Il y a un peu cette approche-là qui est en fait d'anticiper, et on s'est rendu compte. Alors après, c'est aussi plus facile pour une entreprise de notre taille, hein, parce que de rajouter quelques personnes, ça fait pas forcément des énormes mouvements. Mais on s'est rendu compte en fait que le fait d'avoir le monde nous permet d'ouvrir les possibles et les futurs, plutôt que de se poser la question de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'une personne? Non, on y va, on prend les gens, et puis aussi on a adapté nos systèmes de travail. Il y a encore 4 ans, on disait télétravail, les deux, on fermait la porte, on disait non, c'est exclu. Je crois qu'aujourd'hui, on a bien compris, enfin, on a aussi évolué avec notre temps, hein, puis les périodes, et puis on a aussi beaucoup travaillé sur la simplicité. On a des gens, bien sûr, qui viennent pas de la Chaux-de-Fonds. Puis pour ces personnes, il fallait trouver des solutions aussi pour qu'elles puissent nous rejoindre sans forcément tous les jours faire des dizaines ou des centaines de kilomètres. Donc, puis je dirais que c'est aussi la culture d'entreprise qui fait qu'on a toujours été très ouvert. On a toujours impliqué aussi tous nos collaborateurs dans les différentes activités. On parlait avant des soutiens qu'on fait, mais on est très actifs aussi au niveau du milieu événementiel. Donc on les implique typiquement soit dans des festivals qu'on va aider, dans les activités aussi d'entreprise, dans les réflexions en fait, qu'on fait. On essaie vraiment de se rendre compte que quelque part, notre bien le plus précieux finalement, c'est nos collaborateurs, puis il faut en prendre soin. Eux doivent être heureux de venir aussi au travail et travailler dans des conditions qui sont bonnes pour eux. Pas forcément parce que le bureau est le plus adéquat ou la chaise elle est ergonomique, mais aussi voilà, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'ils découvrent pas mal d'éléments. On a plusieurs fois des sorties qui sont organisées, on est allés tous ensemble aussi régulièrement au Europa Park, des choses qui sont mises en place. Je donne ces exemples-là parce que c'est facile de le faire quand on est 5 ou 10 personnes. Étant bientôt 60 dans l'entreprise, on arrive toujours à organiser ce genre de choses et on fera le nécessaire pour continuer à les organiser. Et c'est souvent le problème qui arrive, c'est qu'au bout d'un moment, ça ne se fait plus parce que ça ne fait plus partie des besoins. Nous, ça reste l'identité et l'ADN de l'entreprise de vraiment prendre du bon temps, de faire les choses correctement et avant tout de proposer des services de qualité à nos partenaires, mais aussi pour nos employés. Est-ce que vous avez des collaboratrices? Oui, absolument. Malheureusement pas suffisamment. Justement, Voilà. pas assez. On a malheureusement pas une très grande proportion. C'est pas, mais le métier a quelque part actuellement, sur un CV qu'on va recevoir, enfin sur 10 CV qu'on reçoit d'informaticiens, il y a un CV d'informaticienne. Donc c'est 10% actuellement de ce qu'on reçoit chez nous. Peut-être que c'est aussi la région, hein, une région, on parlait de la Chaux-de-Fonds, on parlait cet élément-là, ça attire peut-être moins, je ne sais pas. Non, je crois que voilà. c'est un défi. En Non, tout cas, c'est un défi, mais c'est vrai que pendant longtemps, on pensait que le défi il était à un autre niveau, de pouvoir recruter plus de femmes. Au final, on se rend compte que le défi il est bien plus tôt dans les choix d'orientation de carrière, de promouvoir en fait ces métiers et puis de casser le mythe que c'est des métiers d'hommes et faire comprendre que c'est des métiers qui sont accessibles à tous. Et nous, on se réjouit de voir qu'il y a pas mal d'initiatives qui se font déjà dans ce sens-là. Et puis, on se réjouit ces prochaines années de voir que la proportion de CV, elle va aussi s'équilibrer. Bon, elle augmente quand même. Vous avez 30% de femmes dans l'équipe? Ou pas du tout. Parce que j'avais lu une étude qu'au-dessus de 30%, en fait, ça encourageait justement, c'est qu'on a passé ce palier où tout le monde peut, hommes, femmes et autres, peuvent vivre ensemble.
Mais en dessous de 30%, en fait, c'est difficile pour les femmes d'être dans des équipes On est, masculines. on est malheureusement encore en dessous de 30%, mais on espère que c'est une proportion qui va changer. Après, on n'a pas le problème d'intégration par contre, hein. Au niveau des équipes et tout, il n'y a déjà aucune différence qui est faite. Donc Ok. on n'a pas du tout de soucis, on va dire, au niveau du C'est vraiment de fonctionnement. recevoir C'est vraiment de recevoir et des de pouvoir, candidatures. voilà, des candidatures qu'on n'a pas, qu'on a très peu encore à l'heure actuelle. Puis après, bah, nous, quand on va engager quelqu'un, on va engager quelqu'un par rapport à ses compétences, par rapport à son savoir-faire, pas par rapport à son sexe ou par rapport à d'autres choses. Donc après, ben, ça reste évidemment la première clause d'engagement qu'on aura. Forcément, en ayant un CV sur 10, ben, ça veut aussi dire qu'on aura moins de possibilités d'agrandir l'équipe comme ça. On lance l'appel, hein, j'en parle toujours, comme ça. Non, mais il faut La que répétition. faut que les gens se rendent compte que c'est pas du tout un métier d'homme. Mhm. Et une fois que Puis ce même dans sera le bien développement intégré. des services et des applications, sûr, en totalement. fait, il y a aussi une autre manière de voir les choses. Est-ce qu'il y a une technologie dont on parle très peu et qu'on devrait s'intéresser plus? Très bonne question. Je ne pense pas comme ça qu'il y a forcément une technologie en tant que telle, parce que déjà il se passe beaucoup de choses. C'est plus vraiment comme on le disait avant, en fait, ce qu'on doit faire, c'est plus essayer de les intégrer et de comprendre comment, enfin investir plus de temps en fait pour les intégrer dans notre quotidien. On parlait de l'IA, ce qui a fait que l'IA s'est démocratisée, c'est que ChatGPT, on fait clic-clic, on est dessus, on tape son texte, ça va tout seul. Les autres technologies, on l'a vu aussi avec la blockchain et ce genre de choses. La blockchain, bah, c'est surtout la crypto qui a amené à son développement. Mais là, même chose, on avait une app, on cliquait, on pouvait échanger du bitcoin. Maintenant, des applications concrètes dans le quotidien, il y en a moins. Donc je pense que c'est vraiment plutôt dans la culture et dans l'approche aujourd'hui qu'on doit se dire, bah, tiens, on voit le potentiel de ces technologies, notamment tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Mais de prendre plus de temps, d'y intéresser, de quelle manière on va pouvoir l'intégrer plutôt que la technologie en tant que telle. Donc, cette technologie dont tu parles, c'est le bon sens. Le bon sens, On parle exactement. pas assez de bon sens dans le numérique, et ça, c'est vraiment quelque chose Après, je disais, dont est-ce qu'on il peut faut parler de la fusion nucléaire ou... Bien sûr. Est-ce qu'on l'espère? Ah bah, c'est pas mal. Ça changerait beaucoup de choses, ouais. Oui. Est-ce que vous auriez des recommandations, un livre, une chaîne YouTube que vous suivez, un podcast ou vraiment une source d'information à nous partager? On disait, bah, je pense que c'est essentiellement les informations déjà qui nous sont proches, qui sont locales, parce que on voit que dans toutes ces technologies, bah, l'aspect géopolitique, l'aspect humain est aussi méga important. Donc on peut citer bah, des sources d'informations. Bah, nous, je sais que chez nous, beaucoup de gens lisent ici tes journaux, ou typiquement bah, ce que vous faites avec Alpine City. Toi, c'est plutôt le journal du geek, c'est ça? Non, bah, voilà, les actualités sont vraiment quand même bien partagées. C'est vrai que la culture d'entreprise chez nous, on a quand même la culture geek qui est bien posée, donc c'est une bonne source d'information. Mais beaucoup, typiquement la RTS, c'est aussi une très bonne source d'information. Il y a beaucoup d'articles aussi qui sont liés à l'informatique, au cyber. Et puis ben, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'elles vont nous donner, enfin, les algorithmes de recherche nous donnent des articles et des points qui sont proches de chez nous, avec des problématiques qui nous concernent. Et ça, c'est important aussi de contextualiser l'information. Ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe à la Silicon Valley, par exemple, peut-être un peu moins maintenant, mais ça nous concerne, mais dans 2 ans. Et il faut le savoir, ça aussi. On parlait d'exemples, il y a 2 ans à peu près, où Microsoft a viré énormément de monde, HP a fait pareil, enfin, toutes ces boîtes ont fait ça. Chez nous, rien du tout. Enfin, c'était l'effervescence, il fallait absolument engager du monde et tout. 2 ans, ça s'est passé. Et maintenant, on commence à voir justement les entreprises qui vont le faire. Donc, sans contexte, ça sert à rien. Et ça, c'est très important. Et nous, on dit vraiment, encore une fois, on revient sur ce bon sens. Et aussi, de beaucoup échanger, participer justement à des forums d'idées, des forums thématiques. Alors, idéalement, dans des tables rondes, plus que de nous expliquer pour la 100e fois qu'est-ce que la cybersécurité ou l'industrie 4.0, parce que finalement, il n'y a pas de définition unique, chacun a sa propre définition. L'intérêt, c'est de confronter ces définitions puis de les échanger. Donc, c'est ce qu'on peut conseiller. Vous pourrez demander à l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices de s'abonner à la chaîne Alpine City. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous recommander une personne qu'il faudrait inviter sur cette chaîne? Alors, moi, je proposerais bien Daniel Borel, parce que quand on parle de bon sens, j'avais adoré une de ses interventions de l'époque, où il a proposé de créer
un poste d'un 8e conseiller fédéral qui serait dédié aux questions informatiques et aux questions Mmh. digitales. J'avais beaucoup aimé à ce moment-là. On va Il faut tenter. essayer. Non, ça vaut la peine. Après, moi, ce que je trouvais aussi intéressant, bah, c'est justement d'avoir de la diversité dans les personnes qui interviennent. Après, on peut penser à beaucoup de noms, évidemment, mais moi, j'aime bien. Elon Musk, tu... Ah oui, Elon Musk, on a invité Elon Musk C'est pour vrai? avoir son avis, effectivement. Je pense qu'il serait très content. Mais d'arriver. s'il s'intéresse à la Suisse, ouais, ce serait Mais probablement. Non, mais nous, c'est une aussi. très bonne source d'inspiration pour ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, Ouais. absolument, parce que voilà. Mais ça revient souvent sur sur la table, en fait. Mais voilà. C'est quelqu'un que vous citez souvent dans le... Soit qu'on cite soit ces entreprises, typiquement, Ouais. pour montrer de nouveau des choses qui sont très bien faites et d'autres qui ne sont pas faites. C'est comme tout visionnaire, finalement, très lié à la technologie, forcément, c'est extrêmement lié à notre métier. Mhm. Beaucoup de choses sont intéressantes. On a vu qu'on a utilisé, notamment l'exemple de Tesla, qui était extrêmement intéressant. L'intégration de l'IoT dans les véhicules, à quoi ça sert? On a eu plusieurs Tesla chez nous, on en a toujours, qui nous ont permis aussi, évidemment, de me déplacer de manière écologique, mais surtout de comprendre l'intérêt. Pourquoi il y a cette IoT là-dedans, quelle est la différence entre une Tesla et une autre voiture, par exemple. Mhm. Et grâce à lui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Encore une fois, pas forcément toujours pour le bien, mais les choses se passent. Et ça, c'est important. Fabien Michael, merci infiniment. Merci. Et Merci à toi. je vous souhaite tout de bon pour la suite. Et peut-être que je viendrai vous voir. Ça marchait pas mon jeu. VVV. VVV, Absolument, viens nous exactement. voir. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup.